Salut, bienvenue sur cette nouvelle émission de Igloo on Air. C'est la rentrée pour les petits et aussi pour les grands. Igloo on Air, toujours avec un succès grandissant. On attaque la 8e saison. On est très content, très fiers du succès grandissant de cette émission. Puis on reçoit aujourd'hui Stella Gass. Alors vous êtes une habituée de Igloo on Air. Alors toujours sur le même thème, mais vous êtes la grande spécialiste de la loi ZAN. On va voir tout de suite ce que c'est. Stella, vous êtes la directrice de la Fédération nationale des Scots. Ça consiste en quoi votre job en fait au quotidien ? Accompagner les élus et les techniciens sur progresser dans la question de l'aménagement du territoire. Alors, vaste sujet. On peut se dire, mais en quoi ça me concerne ? Mais en fait, ceux qui veulent acheter un terrain, vous le vendre. Ceux qui disent, moi, je le garde parce que ça vaudra toujours beaucoup d'argent de garder un terrain. Pas toujours, pas forcément. Ça s'adresse, cette émission, aux particuliers, mais aussi aux institutions. Alors, la loi ZAN, c'est un acronyme un peu mystérieux, une ambition très noble, et puis une mise en œuvre qui donne parfois quelques cheveux blancs aux élus. Derrière le zéro artificialisation net se cache un vrai défi. Comment bâtir sans consommer plus de terre ? Pour en discuter, c'est vous la grande spécialiste. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, alors on a déjà fait des émissions, donc pour ceux qui veulent plus en détail, on les renverra aux émissions sur le loi ZAN précédentes, on le retrouve tout d'ailleurs sur le site internet de Igloo on Air. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça implique pour les collectivités, les aménageurs, et puis par rebond aussi pour les particuliers ? Alors, en fait, c'est très simple. On nous demande de consommer 2 fois moins de sol que ce qu'on a consommé pour produire de l'habitat, de l'économie, des infrastructures que dans les 10 dernières années. Et on nous demande aussi d'arriver d'ici 2050 à zéro artificialisation nette, ZAN. Et ça correspond à renaturer 1 mètre carré pour 1 mètre carré artificialisé. Et en fait, ce qui est demandé aux élus et aux acteurs de l'aménagement et de la promotion, par exemple, c'est de trouver des solutions pour produire du logement, de l'emploi, tout en économisant le sol. C'est vrai que ça paraît un peu fou, parce que tout à chacun pourrait se dire comment on peut faire en 2050 pour ne plus construire, si je résume un peu, si je fais un résumé à peu près. Donc là, il y a une loi qui encadre ça, qui est la loi ZAN, mais qui a évolué ces derniers temps, parce qu'il y a eu plusieurs amendements, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Quels sont justement ces ajustements et ces assouplissements qu'il y a eu là ces derniers temps par Alors déjà, textes ? on a laissé plus de temps aux élus locaux pour transformer leurs documents, les schémas de cohérence territoriaux qui fixent la stratégie de développement d'un territoire et les plans locaux d'urbanisme qui servent à délivrer des permis pour les particuliers. Et en fait, ils doivent diminuer le foncier dans ces documents. Donc on leur a laissé plus de temps pour travailler. On les a outillés aussi parce qu'on a des documents existants qui ne permettent pas de répondre à ces objectifs pour 2031. Donc on leur a donné des outils comme le sursis à statuer ZAN, par exemple, qui permet, quand quelqu'un dépose un permis sur la base des documents existants, de le retenir parce qu'on s'inquiète de sortir de la trajectoire de foncier qui est prévue par la loi. On a aussi... Alors attendez, parce que là, vous allez un petit peu vite quand on dit de le retenir, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un particulier, je dépose, ou un aménageur professionnel, je dépose un permis, et là on me dit, attendez, on ne va pas le traiter tout de suite parce qu'on ne sait pas encore ce que va devenir l'avenir. C'est un peu dur quand même à comprendre, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. En fait, le législateur, en 2023, a renforcé la loi et a permis aux élus de garder des dossiers sur la table pendant 4 ans en disant il faut que je finisse mon document, j'ai besoin de mettre une trajectoire foncière très importante, ambitieuse de réduction. Et donc, je ne sais pas si votre dossier, il ne va pas me faire sortir des objectifs nationaux. Ça veut dire que je peux avoir un terrain qui est constructible selon le PLU, mais que je ne peux pour l'instant pas en faire grand-chose parce qu'il y a ce fameux sursis à statuer. Exact. Je résume très simplement. Ça peut arriver, effectivement. Alors, tous les permis ne vont pas être concernés. C'est des permis structurants. Il faut que les élus justifient pourquoi ce permis il pose un problème sur la trajectoire du foncier tel que la loi le prévoit aujourd'hui. Mais ça peut arriver. Alors, je vous ai coupé, pardon. Donc, dans ces évolutions... Donc, il y a aussi un droit de préemption pour faire de la renaturation, puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on artificialise moins et qu'on renature. Donc, on peut acheter, préempter au moment de mutation ou des terrains pour faire de la renaturation. On peut expliquer ce que c'est que renaturer ? Alors, ça a été un grand débat. Alors, la définition est large, mais vraiment, résumé simplement. Eh bien, en fait, c'est prendre un sol artificialisé, enlever tout ce qui a été mis, le bitume, les sols compactés, refaire des sols et planter, faire de la végétalisation, permettre l'infiltration de l'eau. C'est parfait comme définition, ça. Pardon, allez-y, je vous laisse continuer, je vous coupe plus ces Donc, il y a eu ces outils. On a aussi ouvert la possibilité pour toutes les communes d'avoir un minimum de droits à utiliser du foncier. Donc, ils ont mis ce qu'on appelle la garantie communale. Chaque commune a 1 hectare minimum. On ne peut pas la priver de cet hectare dans le cadre de son document.
Ça, c'était un peu une grande révolution, hein, parce que avant, certaines communes pouvaient ne plus pouvoir du tout construire. Alors, normalement, ça n'a jamais été le cas qu'elles ne pouvaient plus du tout construire, puisque dans le cadre des SCOT, les élus négocient entre eux, les élus du bloc local, hein, les maires et élus intercommunaux ensemble, sur comment on va répartir le foncier entre nous. Mais il y avait une inquiétude, parce que la loi, elle dit qu'on doit faire 2 fois moins que ce qu'on a fait entre 2011 et 2021, et certains avaient fait 0. Donc, ils disaient, 0 divisé par 2, ça fait toujours 0, donc ils avaient peur qu'on les prive. Donc, les sénateurs ont mis en œuvre cette garantie communale, mais en fait, elle a posé beaucoup de problèmes de mise en œuvre, parce que quand on a une enveloppe fermée collective et qu'on garde 1 hectare pour 34 000 communes en France, et ben forcément, comme l'enveloppe, elle fait 120 000 hectares et qu'ils ont aussi mis une nouvelle enveloppe pour les grands projets d'envergure nationaux comme les TGV ou les centrales nucléaires, et ben du coup, l'enveloppe, elle est très petite pour des projets structurants, TIC, équipements publics, routes locales, etc. Donc en fait, ou pour l'habitat, hein, tout simplement. Donc on a beaucoup contraint l'enveloppe pour des projets un peu plus importants qui permettaient d'économiser du foncier. Bon, ce qui implique une grosse négociation entre les communes, mais aussi plus de concertation. Exactement. On va dire que c'est le point positif. Alors, quelles sont, d'après vous, les principales difficultés rencontrées par les élus locaux dans l'application de cette loi ZAN ? Alors déjà, ça a été de comprendre la mécanique de cette loi qui est assez complexe, qui n'est pas toujours très bien rédigée et qui, en fait, en termes d'ambition, c'était très difficile. Il faut savoir que sur la période 2011-2021, ils ont déjà économisé moins 30% de conso de foncier sans que cette loi existe. Et en fait, on leur met une marche très importante puisqu'ils doivent faire encore moins 50 alors qu'ils étaient déjà sur une tendance à moins 30. Donc l'ambition est très importante, la complexité juridique du texte aussi. Et après, ce qu'ils nous ont dit, les élus, c'est que on ne peut pas urbaniser comme on l'a fait ces 60 dernières années, parce qu'il faut trouver de nouveaux modèles d'aménagement. Sinon, on n'arrivera pas à produire du logement, de l'économie, des infrastructures, des équipements comme on l'a fait hier. Donc, ils ont dû beaucoup s'interroger sur leurs pratiques d'aménagement et d'urbanisme. Et d'après vous, parce que là, vous les accompagnez au quotidien, c'est un exercice qui est compliqué pour eux ? Alors, et en plus, je rajouterais, avec ces délais courts de mandat, 6 ans, qui est... pour certains peut-être très long, mais pour l'urbanisme, c'est extrêmement court. Oui, alors c'est court effectivement pour l'urbanisme. Ils ont beaucoup travaillé, ils étaient très très inquiets, hein, les élus au niveau national. On les a interrogés il y a 2-3 mois pour voir où ils en étaient de l'inscription de la trajectoire, puisque vous avez peut-être entendu qu'au niveau national, ils tergiversent. Est-ce qu'on va laisser les textes comme ça ? Ils ont déposé plusieurs propositions de loi ou amendements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, on les a interrogés pour savoir où ils en étaient. En fait, ils ont trouvé des solutions locales. Ils ont commencé à mettre en œuvre dans les documents ces textes. On ne connaît pas les conséquences opérationnelles, donc ils ont dit qu'il faudra évaluer la mise en œuvre de la loi. Et évidemment, ils attendent tous des leviers financiers et fiscaux pour accompagner cette transformation. Mais ils se sont dit aussi qu'ils n'avaient peut-être pas réfléchi à toutes les solutions sur le terrain. Donc on a vu beaucoup de créativité, beaucoup de réflexion. Et un champ important pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas assez avec les autres acteurs du territoire qui sont concernés aussi par les mêmes défis de transition que nous, les aménageurs, les promoteurs, les acteurs du commerce. Et donc, ils sont en train de restructurer leur gouvernance locale pour discuter mieux avec ces acteurs, pour comprendre leurs enjeux économiques en amont des stratégies qu'ils élaborent, et à l'aval, pour trouver des solutions de mise en œuvre sur des opérations concrètes. Et donc, ça a créé aussi une émulation territoriale, un travail coopératif qui est beaucoup plus riche qu'avant. Avec un parfait recensement des besoins d'habitat, d'implantation d'entreprises et de grands projets structurants, comme vous le dites. Je me souviens que la dernière fois qu'on avait fait cette émission, je revenais tout le temps sur cette guéguerre entre guillemets entre les territoires ruraux et les territoires urbains, et une loi n'est jamais parfaite. Là, comment elle prend en compte cette dernière, si c'est le cas, les spécificités entre l'urbain et le rural ? Alors, je vous l'ai dit, ils ont mis en place une garantie communale d'1 hectare. Donc, ils ont essayé de servir tout le monde, si on peut s'exprimer comme ça. Et par ailleurs, il y a toujours dans les schémas de cohérence territoriaux une négociation entre les élus communaux et de grandes agglomérations, puisque les périmètres, ils sont souvent assez larges. Il y a une centaine de communes qui travaillent ensemble, des élus d'une centaine de communes. Donc, cet équilibre, il s'est joué. En revanche, aujourd'hui, ce qui pose peut-être encore problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà des efforts de sobriété foncière qui avaient été à l'œuvre. Il y a des territoires qui étaient très ambitieux en matière de sobriété. Et aujourd'hui, tout le monde a été mis sur un même pied d'égalité. Tout le monde doit faire les mêmes efforts. Mais du coup, ceux qui ont beaucoup économisé le foncier, ils ont les mêmes objectifs de réduction de 50. Et donc, leurs enveloppes de départ étaient plus petites. Donc, cette question d'équilibre territorial, elle a été beaucoup questionnée. Elle l'est encore. Les régions ont dû faire une territorialisation, donc dire qui avait quoi dans l'enveloppe de moins 50.
réduction de moins 50% de consommation de foncier. Donc ils ont essayé de rééquilibrer, mais c'est une question qui reste ouverte, l'équilibre entre les territoires, et ça va passer par une solidarité qui va être discutée ou qui est en cours de discussion dans les SCOT. D'autant que certains ont été très vertueux et trouvent peut-être pas juste qu'on les repénalise une deuxième fois alors qu'ils avaient une vision plutôt vertueuse de l'exploitation du foncier. Maintenant, par rapport à l'offre de logement, est-ce que la loi ZAN, elle risque de freiner cette offre de logement, ou au contraire l'encourager au travers de nouveaux modèles d'urbanisme? Alors on a parlé de densification, mais moi j'en ai un peu marre de ce mot-là, parce que tout le monde parle de construire la ville pour la ville, mais en l'occurrence, on n'en voit pas encore trop les effets. Mais un peu plus dans la réhabilitation, la rénovation, puis on entend de plus en plus parler des friches industrielles, mais des friches, il n'y en a pas non plus pléthore. Quel est votre regard justement par rapport à à l'évolution sur le marché de la loi ZAN? Alors déjà, le marché, il n'est pas très bien en point. La politique de l'habitat, la production de logements aujourd'hui en France, elle rencontre des difficultés majeures, de volume, de modèle économique. Et c'est lié à plein de phénomènes, les taux d'emprunt, la solvabilité des ménages, plein de sujets, le Covid et l'impact sur le coût des matériaux, plein de sujets qui sont en dehors de la question du foncier. L'instabilité gouvernementale aussi, qui participe évidemment. Les choix politiques qui ont été faits sur la politique du logement, dans le financement, la fin du Pinel, enfin un certain nombre de sujets, l'impact aussi des choix du gouvernement sur les bailleurs sociaux. Enfin, c'est un cumul qui fait que la politique de l'habitat, elle est très mal en point. La production de logements pour les Français est compliquée en ce moment. Et en plus, arrivent ces questions de sobriété foncière. Donc aujourd'hui, on n'en voit pas complètement l'impact, parce qu'on est juste en train de le traduire dans les documents et c'est pas encore complètement à l'œuvre sur le terrain, mais c'est sûr que ça va poser une question de disponibilité de terrain pour produire du logement et de coût à la sortie de ces logements. Donc ça, évidemment, ça aura un impact. L'objectif étant qu'on limite au maximum l'impact de cette loi sur la production de logements. Et ça passe par ces nouveaux modèles d'aménagement, la créativité. Vous avez parlé du renouvellement urbain. La loi, elle prévoit priorité au renouvellement urbain. Je refais la ville sur la ville, ce que vous évoquiez. Et là, nos élus ont essayé de balayer tous les champs qui étaient à leur disposition. Vous avez raison, les friches, mais c'est très long. Souvent, elles sont polluées, ça coûte beaucoup d'argent. Ils vont en reprendre, ils en reprennent déjà dans certains territoires. Mais ils se sont dit, on a d'autres vecteurs encore, celui de la vacance. La vacance des bureaux, en fait, on l'a regardé assez peu avant. Il y a 9 millions de mètres carrés de logements vides en France aujourd'hui, de bureaux vides en France aujourd'hui. Et donc, comment on va faire muter ces espaces pour les rendre à l'habitat? Parce que c'est dommage qu'ils soient vides alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger ou qui sont mal logés. L'autre sujet, c'est la vacance du logement. Il y a des logements dégradés qui répondent plus aux besoins, ou des propriétaires qui sont anxieux de louer leur logement dans le contexte économique actuel. Donc, comment on crée une politique de lutte contre la vacance? Le rapport Lefeur, par exemple, avait proposé des leviers fiscaux. Ils avaient proposé la défiscalisation si on réhabilitait son logement pour le remettre sur le marché de la location. Ce sont des leviers qui nous paraissent effectivement intéressants à la Fédération. Et puis, il y a la sous-occupation. Un vrai sujet en France. On a beaucoup de mètres carrés construits avec parfois très peu de personnes. On a un vieillissement de la population. Donc, est-ce qu'on a correctement construit le parcours résidentiel des Français? Et quand on est tout seul dans une maison de 5 pièces ou dans un appartement très grand, est-ce qu'on a soit un accompagnement de ces personnes, soit on réfléchit en fait à faire entrer d'autres personnes dans ce logement? Des jeunes, par exemple, qui peuvent être logés par des personnes âgées qui seront contentes de ne plus être seules et d'être aidées. Avec, du coup, comme on a une grosse pression sur le logement étudiant, peut-être des formules aujourd'hui qu'on pourrait développer, et aussi la réhabilitation des quartiers de logements de pavillons individuels, un sujet qu'on a assez peu investi jusqu'à présent et sur lesquels il y a sûrement aussi des choses intéressantes à faire. Je rebondis sur votre exemple des logements seniors. J'ai entendu des choses qui m'ont fait froid dans le dos, où j'ai eu des remarques parfois d'institutions qui exprimaient le fait que finalement ces personnes âgées qui étaient seules dans des grands logements n'avaient pas lieu d'être. Ça me fait un peu froid dans le dos parce que j'ai peur un peu de la suite et d'estimer, ou de taxer, parce que en France on passe d'abord par la taxation, mais d'estimer qu'ils n'ont plus le droit, comme étant seuls, d'être dans des logements qui sont plus grands, alors qu'il y a des familles qui sont dans des logements de 60 ou 70 mètres carrés et qu'eux, ils sont peut-être dans un logement de 100 mètres carrés. J'ai un peu peur parce que je l'ai déjà entendu. Ouais. Alors, je pense que ça ne deviendra jamais une obligation parce qu'on a un regard sur le droit de propriété qui est très fort en France, qui est très protecteur. Et d'ailleurs, si en ce moment, ils souhaitent un peu desserrer la contrainte sur le ZAN à l'échelle nationale, c'est pour ces questions de droit de propriété. Donc, je ne m'inquiète pas trop sur des obligations qui seraient faites à des personnes âgées de sortir. En revanche, on peut peut-être faire un travail de sensibilisation. Il y a des communes qui l'ont fait vers la population âgée pour leur dire, d'abord, ce sont des charges d'entretien
un poids importante, et du coup de faire en sorte qu'elles louent des chambres, et on le voit aussi dans des grandes villes, des particuliers qui ont des petits logements mais qui ont une chambre vide et qui se disent, pour des questions budgétaires, ils accueillent des personnes, des étudiants ou des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc, et de logement. Du coup, ça peut être des solutions. La sous-occupation est sûrement un levier intéressant pour trouver des solutions de logement, pour une partie seulement de la population. Alors, dernière question, pour avoir un exemple positif par rapport à cette loi ZAN, est-ce que vous avez en tête des projets pilotes, des bonnes pratiques qui pourraient inspirer les élus et les professionnels ? Alors, il y en a dans plein de domaines différents. Dans l'habitat, on a des opérations très intéressantes, comme à Pierremille-les-Îles, par exemple, près de Nantes. Alors, j'ai pris des exemples nationaux. Donc, c'est un quartier qui a été complètement réhabilité, pour lequel ils ont travaillé la décarbonation des logements qu'ils ont réhabilités, mais aussi ils ont complètement végétalisé, fait un parc urbain, travaillé l'infiltration de l'eau, créé une pépinière avec des plantes locales adaptées au changement climatique. Donc, ils ont mis vraiment à l'œuvre tous les principes de la loi climat résilience. C'était pas forcément leur objectif au départ, mais c'est un quartier qui a été évalué par rapport aux objectifs nationaux, et c'est vraiment un exemple très intéressant. On a aussi dans une commune beaucoup plus rurale des architectes qui ont travaillé sur la commune de Pem, par exemple, et où ils ont repris tout le bâti existant. Ils se sont dit, il y a des endroits où on n'habite plus parce que c'est pas adapté aux besoins d'aujourd'hui, il faut faire de la réhabilitation énergétique. Et en fait, ils ont repris tout le quartier historique et puis ils ont dédensifié certains quartiers, ils ont mis des terrasses. Enfin, ils ont fait en sorte que ces logements réhabilités correspondent à la demande d'aujourd'hui. Et donc, ils ont réussi à ramener de la population dans un centre-bourg qui était plutôt en déshérence. Et donc ça, c'est un travail d'architecte. Et on a aussi dans le secteur commercial, par exemple, Coopérative U, qui a fait un projet très intéressant à Nice. Ils voulaient remettre un magasin sur un secteur, un quartier où il n'y en avait pas. Et en fait, il n'y avait pas de disponibilité foncière et il y avait un parc d'athlétisme assez vieillissant qui ne pouvait plus être utilisé par la municipalité. Et donc, ils ont fait un projet extrêmement innovant. Ils ont proposé à la municipalité de leur laisser le foncier pour faire leur projet de commerce, et ils ont fait le stade au-dessus du magasin Super U. Donc c'est un projet aujourd'hui qui est en train de sortir de terre concrètement, qui est assez remarquable, et où il y a eu une association partenariat public-privé sur un foncier où on construit en hauteur, et le résultat est assez bluffant. On a également, par exemple, Lidl qui, lui, fait une stratégie sur la reconquête de biodiversité et qui, quand il artificialise un nouveau secteur, renature d'autres secteurs sur des friches en lien avec les collectivités ou sur ses propres fonciers. Donc, on voit des acteurs, et puis la Fédération française du bâtiment ou l'UNAM travaillent aussi sur des opérations un peu pilotes sur ces sujets. Donc, la contrainte crée l'innovation, quoi. L'intelligence collective. C'est ça. Merci Stella Gass. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération nationale des Scots. J'espère qu'on vous retrouvera dans quelques mois pour refaire un point sur cette fameuse loi ZAN, et peut-être pour d'autres choses aussi, parce que vous étiez venu pour nous expliquer ce que c'était qu'un PLU, des Scots, etc. C'est toujours un peu nébuleux, mais finalement, quand on a compris, c'est assez simple. Je rappelle que cette émission, vous la retrouvez comme toutes les émissions sur le site internet de Igloo on Air, sur les plateformes de podcast, sur Facebook, YouTube, etc., etc. Continuez à liker et surtout à partager. Et je vous dis à bientôt. Salut.